Cette conférence s'intitule « Le règne des mammifères », car nous allons nous intéresser aux créatures qui se trouvent plus haut dans la colonne géologique. Et nous voulons savoir d'où elles viennent, en quoi elles sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. S'agit-il d'un monde étrange qui a existé dans le passé et qui ne reflète pas le présent? Voici les périodes géologiques. Rappelez-vous qu'après le Crétacé, qui est cette couche de sédiments marins avec tous les dépôts de carbonate de calcium, nous avons ces couches supérieures que l'on appelle le Cénozoïque. Et dans ces couches, nous trouvons également des organismes marins et toutes ces petites créatures étranges que nous trouvons plus bas. Elles sont très nombreuses. Mais il y a aussi les mammifères, les oiseaux et quelques fossiles humains. La question est de savoir d'où ils viennent. Voici une exposition au Musée d'histoire naturelle de Londres, intitulée « Mammal Graveyard ». Cimetière de mammifères. Les restes fossilisés d'une antilope, d'une gazelle, d'un cheval et d'un carnivore sont conservés dans cette dalle. Les fossiles sont entourés de dépôts de plaine inondables, ce qui suggère que les animaux ont été emportés par des crues torrentielles. Les fossiles ne sont pas altérés et sont peu endommagés, ce qui signifie qu'ils ont dû être enterrés rapidement. C'est intéressant car c'est ce qui est indiqué sur le tableau lorsque vous regardez ce fossile. Ils reconnaissent donc que cela n'a pu se produire qu'au cours d'une inondation. Mais bien sûr, ils l'ont placé dans une plaine inondable. C'est la seule façon de traiter ce problème. Ils disent donc que la rivière est descendue et les a emportés. Ces fleuves s'étendaient sur d'immenses zones, des continents entiers. C'étaient de grands fleuves. Le monde entier était sous l'eau. Comment imaginer que des animaux aussi divers que des herbivores, des carnivores, des gazelles, tous ces animaux se retrouvaient en même temps sous l'eau? Si vous regardez ces couches supérieures, vous trouverez dans la pierre du tertiaire des fragments d'os comme celui-ci, des os de mammifères, des os cassés. Et vous avez des conglomérats comme celui-ci. Ici, vous avez des os fossiles dans des pierres. Regardez tout cela. C'est incroyable. Que s'est-il passé ici? Ou encore ce cimetière de fossiles où des milliers de mammifères sont enterrés dans des fosses communes. Il ne s'agit pas d'évolution, mais de catastrophisme. Ces animaux ont été emportés ensemble lors d'une catastrophe. Les mammifères et les oiseaux ont tendance à flotter parce qu'ils gonflent. Lorsqu'ils pourrissent, ils explosent et flottent. Donc, si vous pouvez vous imaginer une inondation catastrophique où des créatures flottent dans l'eau en train de pourrir, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et qu'il n'y a pas d'autre solution. Certaines sont enterrées rapidement. En d'autres termes, la créature entière est rapidement enterrée. D'autres flottent peut-être pendant une longue période, pourrissent, se désarticulent, puis sont enterrées. Vous obtenez ainsi des cimetières massifs. S'agissait-il simplement d'une plaine d'inondation? Comment l'expliquez-vous? Il y a une autre exposition du musée, enterrés vivants. Ces oursins, ainsi que des étoiles de mer et des lys de mer, ont été enterrés très rapidement en conservant leurs épines. S'agit-il d'une inondation sous-marine? Cela a-t-il un sens? Pourquoi les créatures vivant sous les océans ont-elles été rapidement ensevelies? La seule solution est qu'il y a eu une catastrophe avec d'énormes coulées de boue sous l'eau, que ce soit sur Terre ou sous l'océan. Cela n'a rien à voir avec la plaine d'inondation, car vous ne pourriez pas l'expliquer avec la plaine d'inondation. Il doit donc y avoir eu une catastrophe universelle. Il s'agit de l'inondation du Bangladesh il y a quelques années, et vous pouvez voir les animaux et même les humains flottant ensemble dans l'eau. D'où viennent les mammifères? Comment ont-ils évolué? Que nous apprend la science? La science nous apprend que les mammifères sont nés des reptiles et que ceux-ci ont ensuite parcouru la Terre. À l'origine, ils étaient ensemble, puis les mammifères ont pris l'ascendant. C'est un non-sens absolu, car il y a aujourd'hui des reptiles et des mammifères. Le seul ascendant que nous ayons est celui de l'esprit, car il se trouve que nous sommes capables de penser à ces choses.
D'où viennent les mammifères marins? Que nous apprend la science à leur sujet? De toute évidence, puisqu'il s'agit de mammifères et que les mammifères sont issus de reptiles, ils sont apparus sur la terre ferme. N'est-ce pas ce que dit la science? Ils ont donc dû apparaître sur la Terre. Alors comment ont-ils fait pour ressembler à ce qu'ils sont? Comment les lamantins, les phoques et les morses en sont-ils arrivés à ressembler à ce qu'ils sont? C'est ce que la science enseigne littéralement. Les créatures ont évolué sur la terre ferme et se déplacé comme elles le font aujourd'hui. Puis elles sont allées dans l'océan et y sont revenues. Là, elles ont fini par perdre leurs pattes, développer des queues, changer toute leur anatomie, et c'est pourquoi elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Si c'est le cas, ne devrait-il pas y avoir quelque chose d'intermédiaire entre un mammifère terrestre et une vache? Un mammifère terrestre terrien, quelque chose qui ressemble à une vache et quelque chose qui ressemble à une baleine. Ne devrait-il pas y avoir quelque chose entre les deux? Oui ou non? Il n'y a rien. Et ne venez pas avec des petits morceaux d'os dans les hanches des baleines. Elles sont parfaitement fonctionnelles aujourd'hui, et si vous les enlevez, cette créature aura un problème majeur. En effet, il y a des muscles attachés qui s'occupent de la zone rectale, de la reproduction et d'autres choses de ce genre. Cela n'a rien à voir avec les membres. Qu'est-il arrivé à ces créatures? Comment sont-elles apparues? Elles apparaissent comme ça dans les archives fossiles. Ce n'est pas possible. La science ne peut tolérer cela. Il doit bien se passer quelque chose. Comment ces créatures sont-elles apparues? Il n'y a pas que des problèmes anatomiques, il y a aussi d'énormes problèmes physiologiques. L'ensemble des paramètres sanguins, tout doit être modifié pour pouvoir rester sous l'eau pendant de très longues périodes, etc. Il s'agit donc d'un problème majeur. Se sont-ils développés à partir de la Terre ou non? Nous avons d'énormes mammifères marins comme les baleines par exemple. Et vous pouvez devenir très grand lorsque vous vivez dans l'eau. Qu'enseigne la science? Voici un exemple typique. Les liens ancestraux sont présents. Il y a 60 millions d'années, vous aviez un hypothétique squelette de mésonychide. Ensuite, nous n'avons rien d'autre à faire que des animaux entièrement formés qui existent et qu'ils prennent et disent « Ambulocetus a probablement marché sur Terre et ils en ont un exemple ici. » Ou encore Rhodocetus, et ils en ont un là-bas, qui ressemble beaucoup à un phoque qui vit aujourd'hui. Enfin, il y a les baleines à dents modernes. Mais l'origine, c'est quoi? Hypothétique, ce qui signifie simplement quoi? Qu'elle n'existe pas. C'est ce que cela signifie. Qu'en est-il de ceux qu'ils ont essayé de mettre en ligne? Ici, ils en ont un, Pachystetus. C'est l'ancêtre des baleines et des marsouins. C'est l'un des candidats modernes. D'où vient-il? Voici un crâne, un mammifère terrestre, reconstitué à partir de quoi? À partir d'une mâchoire et de fragments de crâne. C'est incroyable de voir comment on peut obtenir les pattes, la queue et tout le reste à partir d'un fragment de mâchoire. N'est-ce pas incroyable? La science est très inventive. Cette créature n'a probablement jamais ressemblé à cela, et n'a certainement rien à voir avec les baleines. Mais il n'y a rien d'autre. Alors inventons cette anatomie. L'ambulocetus avait des membres postérieurs, et était manifestement capable de marcher. Il faut faire preuve d'imagination pour tenter de le relier aux baleines. Voici un autre crâne à l'allure amusante. Basilisaurus, une créature serpentine sans rapport avec les baleines. Elle possédait des membres postérieurs fonctionnels, trop petits pour marcher, mais probablement utilisés pour la préhension et la reproduction. Ils ont donc des créatures qui ont existé dans le passé et qui n'existent plus aujourd'hui. Mais ils n'ont rien qui les relie aux baleines. Il s'agit donc d'une pure conjecture. C'est un problème majeur. Ici, vous avez des ours qui nagent. Et dans l'origine des espèces, Darwin a émis l'hypothèse que les baleines avaient évolué à partir d'ours qui nageaient. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Oh, les scientifiques vous diront que nous avons une certaine évolution de l'emplacement de l'ouverture de l'évent. Ce n'est qu'une variation. Une simple variation. Cela n'a rien à voir avec le fait que l'évolution l'ait déplacée vers l'avant ou vers l'arrière. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ont l'air très différentes et des animaux du même groupe qui ont l'air très différents.
Il n'y a absolument rien à faire. Quand ils apparaissent, ils apparaissent. Voici une étude réalisée par Raoul Esperante de l'Institut de recherche géoscientifique sur des fossiles de baleines. L'ordre est le suivant. Les baleines à fanon, celles qui filtrent tous les matériaux, et l'autre groupe, les baleines à dents. L'étude a été menée dans une région d'Amérique du Sud, au Pérou, appelée la formation de Pisco. Elle date du Miocène et du Pliocène et contient de nombreux fossiles de baleines. Voici une étude complète de la région où ils ont trouvé des fossiles de baleines. Les points noirs représentent des baleines incomplètes et les points rouges des baleines complètes. Un très grand nombre de baleines ont été enterrées ici. Et voici l'abondance de la distribution des baleines dans d'autres zones. Un nombre impressionnant de baleines. Que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'une baleine meurt? Elle est dévorée par la mer et il n'en reste rien. Mais parfois, les baleines s'échouent. Que leur arrive-t-il? Voici ce qui arrive à une carcasse de baleine moderne. La carcasse d'une baleine peut couler ou flotter, ou encore atteindre le rivage. C'est ce qu'il faut retenir. Vous avez ici des squelettes de baleines sur la côte. Que deviennent-ils? Regardez les os qui traînent. Très vite, ils sont désarticulés, dispersés et abrasés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des morceaux traînent un peu partout. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que vous voyez. Ici, une carcasse gît sur la mer. Carcasse de baleine sur le fond marin du bassin de Santa Catalina. Très vite, elle se désarticule. Les os se désagrègent et il manque des morceaux. Les charognards arrivent, les requins prennent une bouchée, etc. Très vite, il ne reste plus rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec les fossiles. Les voilà. Regardez ça. C'est une baleine entièrement formée. Et ici, vous avez 8 baleines dans un rayon de 50 mètres. Ce n'est pas rien si l'on considère la taille d'une baleine. Une énorme créature entièrement formée. Très étrange. Et si nous regardons quelques spécimens individuels, baleine à fanon conservée, dents de requin associées, mais pas de marque de dents de requin sur l'os. D'autres animaux ont donc été enterrés avec eux, et pas seulement les baleines. Spécimen complètement articulé, la tête en bas, les 2 nageoires réservées. Cette créature a été enterrée comment? Instantanément. Instantanément. Qu'est-ce qui enterre une baleine dans l'océan instantanément? Cela a-t-il un sens? Certainement pas aujourd'hui. En voici une autre. À l'envers, des dents de requin complètement articulées associées, mais pas de marque de dents de requin sur les os. Un membre manquant, enterré aujourd'hui. Vous ne trouveriez rien de tel aujourd'hui. Les os sont bien conservés. Un autre spécimen. Aucune trace d'activité d'invertébrés sur les os ou dans les sédiments associés. Cela n'arriverait pas aujourd'hui. Si une baleine mourait, les créatures viendraient et les charognards la mangeraient partout. Il n'y a plus rien. Ces créatures ont tout simplement disparu. Enterrée. Cette baleine a atteint le fond de la mer avec la tête presque détachée. Si vous imaginez, lors d'une catastrophe, que cette chose est projetée avec une telle force, que certaines d'entre elles sont brisées et enterrées, alors cela prend tout son sens. Il y en a une autre, partiellement désarticulée, la tête séparée du corps, un membre partiellement préservé, des dents de requin associées, pas de marque de dents de requin sur les os. Il s'agit d'une catastrophe majeure. En voici un entièrement désarticulé. Il a donc peut-être flotté un peu plus longtemps, a commencé à se désarticuler et a ensuite été enterré. Aucun crâne n'a été trouvé, 2 mandibules, etc. Vous avez tout le spectre. Regardez ceci. 5 spécimens avec leurs fanons ont été trouvés. Les fanons. Voilà à quoi ressemble un fanon moderne. Ils sont là, dans ces fossiles, complètement intacts. De quoi sont-ils constitués? C'est la même matière que vos ongles ou vos cheveux. Les fanons étant constitués de kératine, ils ne durent pas aussi longtemps que les os lorsque l'animal meurt et se décompose. Les courants de fanons conservés indiquent qu'un enfouissement rapide a dû se produire. Voici ces créatures marines. Savez-vous que l'on trouve des baleines en position verticale enterrées? Waouh! S'il y a eu une sédimentation lente, c'était une baleine patiente qui attendait d'être couverte. Cela n'a aucun sens.
De plus, des couches de restes de poissons ont été trouvées à plusieurs horizons, avec des diatomées et toutes sortes de couches de débris de poissons, des couches de diatomées, tout cela enterré ensemble. C'était une catastrophe. Il n'y a pas d'autre explication. Conclusions. Le grand nombre d'individus dont les mandibules vertébrées sont articulées indique que la plupart des baleines ont atteint le fond de la mer et ont été enterrées avant que la désarticulation n'ait pu se produire, avant même que les prédateurs ne puissent s'emparer des animaux flottants. Cela suggère également un dépôt rapide des sédiments recouvrant la carcasse afin de préserver l'association des os. C'est la seule solution possible. Les mammifères marins apparaissent donc soudainement dans les archives fossiles, entièrement formés, et ils sont enterrés comme si rien ne se passait aujourd'hui. C'est du catastrophisme. Il n'y a pas d'autre solution. Alors maintenant, réfléchissons à tout cela. Battons en brèche ces pensées. Imaginez que vous ayez une énorme inondation catastrophique dans laquelle de très nombreuses créatures sont ensevelies. Celles qui flottent dans les couches supérieures, par exemple. Puis, après le déluge, les eaux recouvrent la terre. Et vous avez tous ces millions de créatures flottant dans l'eau, avec des débris de poissons. Dans certaines régions, vous avez d'immenses lits de forêt flottant dans l'eau. Tout cela doit être recouvert à nouveau. Qu'est-ce que cela donnerait? Ceux qui sont enterrés tôt sont enterrés intacts. Ceux qui commencent à pourrir et à se détériorer lorsqu'ils sont enterrés en morceaux, désarticulés, et vous trouverez des lits entiers avec des roches, des matériaux, des débris de poissons et des os. C'est exactement ce que nous trouvons, comme nous l'avons vu là-bas. C'est un fossile intéressant. C'est du bois de fer de Perse. Il y a la feuille d'aujourd'hui. Il y a un fossile. Et celui-ci se trouve dans les couches supérieures, par exemple en Europe, où il ne pousse pas aujourd'hui parce qu'il fait trop froid. Imaginez que cette eau remonte du fond des grandes profondeurs et qu'elle jaillisse. À quelle température sortirait-elle? Eh bien, l'eau souterraine est aujourd'hui de l'eau chaude. C'est donc une source thermale, si vous voulez. Cette eau aurait pu être généralement chaude, et les océans auraient pu avoir une température relativement élevée, très humide, un peu comme dans votre région. Un environnement chaud et agréable après l'inondation. Ici, nous avons des mammifères. C'est une chauve-souris. Quand on trouve une chauve-souris dans les archives fossiles, c'est complet. C'est une chauve-souris. Il n'y a rien qui mène à la chauve-souris, ni rien qui s'éloigne de la chauve-souris. La chauve-souris est entièrement formée. La seule différence est que beaucoup d'entre elles étaient beaucoup plus grandes que celles qui vivent aujourd'hui. Imaginez un monde très humide se reconstituant après le déluge. Ici, il s'agit d'une région d'Écosse, un pays très froid, où l'on trouve une végétation luxuriante grâce au passage du Gulf Stream. Il fait donc très chaud, et ces plantes sont énormes. Voici une zone tropicale typique. Vous pouvez voir une grande couverture végétale, des températures chaudes, de la pluie, beaucoup de pluie, une croissance luxuriante, beaucoup de nourriture autour. Dans les manuels, la zone tertiaire est généralement représentée de cette manière. Très vert, très chaud, et toutes ces créatures qui marchaient autour. Apparemment, c'est très différent de ce qui vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles étaient énormes. Les éléphants géants, les mastodontes, totalement différents de ce que nous connaissons aujourd'hui, ils vivaient il y a 65 millions d'années et n'existent plus aujourd'hui. Ou encore cette créature, le paresseux terrestre géant, ou le bison géant, ou le tigre géant à dents de sabre, ou le castor géant, ou le géant ceci et le géant cela. Qu'ont-ils en commun? Ce sont tous des géants, c'est tout. Beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Ce sont des coléoptères de l'Amazonie. Il s'agit d'une saison froide et d'une saison chaude. Changement massif de forme et de taille. J'aimerais maintenant vous emmener dans les carrières de goudron de l'Abri.
Quelqu'un y est allé. Je suis resté là, dans les carrières de goudron de l'abri, avec mon appareil photo, fixant le goudron, attendant que quelque chose se produise. Et les gens sont venus me voir et ont regardé ce qu'il y avait là. Il n'y avait rien. Ils se sont alors dit que ce type était peut-être complètement fou. Qu'est-ce que j'attendais? Eh bien, je l'ai eu. Vous le voyez? C'est une bulle. Je me tenais là, attendant de photographier une bulle. Seul un fou ferait cela. Mais j'avais de la méthode dans ma folie. Qu'est-ce que je faisais à photographier une bulle? La bulle remontait périodiquement et, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo numérique. Il fallait prendre la photo rapidement, sinon elle disparaissait, comme celle que j'ai ratée. Mais là, je l'ai eue. Elle était là. Voici le goudron en bas, et il y a manifestement une fissure ou une crevasse dans le sol, et le goudron est poussé vers le haut et se retrouve en haut. Il est évident qu'il s'agit de matière organique en décomposition et qu'elle est sous pression, ce qui la pousse vers le haut. Il en va de même si vous trouvez du pétrole. Vous vivez dans une région riche en pétrole, ici au Texas, dans tous ces endroits. Et si vous trouvez du pétrole et que vous en trouvez un bon, alors il sort par le haut. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression, une pression de 20 000 livres par pouce carré. C'est assez incroyable. Ici, à l'abri, il y a une fissure dans le sol et je peux voir la bulle monter. C'est là qu'elle arrive. Quel âge me dit-on pour cette huile? Des millions et des millions d'années. Quel âge me dit-on pour ce goudron? Des millions et des millions et des millions d'années. Avez-vous déjà bu un verre de soda? Vous regardez les bulles monter. Mais si vous avez laissé le bouchon ouvert et que vous revenez au bout d'une heure pour vous servir un verre, vous êtes dégoûté. Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est plat, c'est ce que nous disons. Les bulles ont disparu. Où sont-elles allées? Elles ont disparu dans l'atmosphère. N'est-il pas incroyable que la roche soit poreuse, que ce pétrole soit enterré, et que la roche poreuse où le gaz s'échappe soit une fissure dans le sol, ce qui signifie que vous avez laissé le haut de la bouteille enlevé, mais que les bulles remontent encore aujourd'hui? Combien de millions d'années pensez-vous que cela a duré? Depuis combien de temps y a-t-il des bulles? C'est impossible. Cela ne peut pas être très vieux. La seule raison pour laquelle il y a encore des bulles est qu'il s'agit d'un énorme dépôt qui contient encore des gaz piégés provenant de la désintégration. Il s'agit donc d'une chronologie courte. Il ne s'agit pas de millions d'années. Le fait que le pétrole jaillisse par le haut signifie que le bouchon est encore assez bien scellé. Mais la roche est poreuse. Ce gaz s'échappe depuis toujours. Le fait que cette pression soit toujours présente nous indique qu'il n'y a pas si longtemps. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Le goudron et le pétrole sont une conséquence de la catastrophe. Lorsque les eaux ont recouvert la Terre et que les continents ont été soulevés, ils ont été inondés et enterrés à nouveau. Il y a également eu une énorme prolifération d'algues qui a été enterrée, et des masses de matière organique ont été enfouies sous ces couches qui contiennent aujourd'hui des fragments d'os. C'est le pétrole et le goudron que nous trouvons aujourd'hui. Il ne s'agit que de matière organique rapidement enfouie. Le goudron et le pétrole sont donc un phénomène post-catastrophe. Ces créatures arrivent et pensent qu'il s'agit d'un étang ou d'autre chose, et elles entrent, mais comme il s'agit de goudron, vous ne pouvez plus sortir votre jambe. Lorsque vous retirez une jambe, qu'arrive-t-il à l'autre jambe? Elle s'enfonce encore plus profondément, et vous essayez alors de l'autre côté. Vous disparaissez, et vous descendez. Et lorsque ces animaux réalisent qu'ils ne peuvent pas s'enfuir, ils poussent des cris de terreur. Et qu'est-ce que cela attire? Les carnivores. Les carnivores accourent, attaquent les animaux et se retrouvent eux-mêmes piégés dans le goudron. Dans le goudron, il y a donc une étrange assemblée. Il y a plus de carnivores que d'herbivores. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Ce n'est donc pas un phénomène naturel. Ce qui s'est passé ici,
c'est que ces animaux ont été piégés parce qu'ils sont venus. Nous avons le tigre à dents de sabre. C'est à cela qu'il ressemblait. Une créature étrange dans le passé. Dans le goudron, vous déterrez un mastodonte géant. Vous déterrez un paresseux géant. Il y en a un là-bas. Lors d'un voyage en Amérique du Sud, des scientifiques sont tombés sur une hacienda. C'est une ferme. Et il y avait une peau exposée à l'entrée. Le fermier avait exposé une peau et ils se sont demandé ce que c'était. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils sont donc allés demander ce que c'était. Il leur a répondu « Venez, je vais vous montrer ». Il les a emmenés dans une grotte où gisaient les corps de ces créatures, dont la peau était encore intacte. Savez-vous qu'en Australie, il existe des grottes où le taux d'oxygène est légèrement différent de celui de l'extérieur et où l'on trouve des kangourous géants? Des kangourous géants allongés là, censés avoir des millions d'années, et dont la peau est encore intacte. Vous y croyez? C'est un fait. Mais il faudrait certainement modifier les millions d'années. Certains pensent donc que ces créatures vivent encore aujourd'hui dans les jungles, et certains se sont même aventurés à leur recherche. Bien sûr, elles seraient probablement plus petites que ce qu'elles étaient à l'époque. Les bisons géants sont beaucoup plus grands que les bisons actuels. Mais ce n'est qu'un bison, c'est tout. À l'abri, vous creusez le sommet en l'entourant de planches et en enlevant le goudron. Et vous y trouvez ces créatures. Puis vous trouvez le tigre à dents de sabre. Vous ne trouvez qu'un tigre à dents de sabre? Vous ne trouvez qu'un tigre à dents de sabre? Non. Vous trouvez une dent normale et une dent plus petite. En fait, vous trouvez toute une gamme de dents. Il s'agit d'un extrême de cette gamme. C'est comme si vous preniez les chiens et que vous preniez le Saint-Bernard et que vous disiez que c'est ce qui vivait dans le passé. Et aujourd'hui, nous avons un chihuahua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le même phénomène scientifique. En réalité, ils devraient mettre le chihuahua et toute la gamme intermédiaire jusqu'au dog allemand et dire que c'est ce que nous avons trouvé, n'est-ce pas? Mais que montrent les manuels? L'extrémité de l'aire de répartition. Pourquoi? Parce que c'est excitant, c'est différent. C'est quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des tigres avec des dents qui ressemblent à ça. Dans le passé, il y avait une plus grande variété. Pourquoi? Imaginez que les animaux prennent le contrôle d'un nouveau monde. Et vous avez ce vaste pays devant vous, un tout nouveau monde à occuper. Beaucoup d'espace, très peu de concurrence. Lorsque la concurrence est faible, la variété est grande. Puis, lorsque la pression commence à se faire sentir et que les animaux entrent davantage en compétition les uns avec les autres pour l'espace et la nourriture, alors ces choses se produisent. Savez-vous que si nous prenons un animal du continent, disons des moutons, des chèvres, des chevaux, ou tout ce que vous voulez, et qu'on l'emmène sur une île, et qu'on le laisse là, devinez ce qui se passe? En l'espace de quelques générations, la taille de ces animaux diminue. En fait, la taille peut descendre jusqu'à un tiers de la taille d'origine. Pourquoi? Rappelez-vous que je vous ai montré les chevaux d'Islande. La différence entre ces chevaux et ceux du continent d'où ils viennent est qu'ils ont rétréci d'au moins un tiers en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont en concurrence pour les ressources sur une île. Et lorsque vous vous disputez les ressources sur une île, vous finissez par manquer d'espace. C'est ce qui arrive. L'une des adaptations consiste donc à ne pas grandir autant. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a moins de nourriture. Parce que vous êtes en concurrence avec tous les autres, vous restez donc plus petit. Un petit animal mange moins qu'un gros animal. Il a un métabolisme plus élevé, certes, mais il mange moins qu'un gros animal. Donc, si vous réduisez la taille naturellement, vous pouvez avoir plus d'animaux au même endroit.
Ainsi, très rapidement, l'environnement est capable de modifier la taille des animaux. Cela a-t-il un rapport avec l'évolution? Non. Les Japonais avant la guerre. À quoi ressemblent-ils? Comment les caricatures représentent-elles les Japonais avant la guerre? Ils avaient l'habitude de montrer les Américains qui se tenaient là, très haut, quelque chose comme Malenko là-bas, vous savez, un grand gaillard. Et puis les Japonais se tenaient sur une énorme boîte pour être au même niveau, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient minuscules. Pourquoi? Parce que leur régime alimentaire était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, leur régime alimentaire est beaucoup plus varié. Les sources de protéines sont beaucoup plus variées. Et à quoi ressemblent les Japonais aujourd'hui? Ils sont totalement différents. Avez-vous observé des basketteurs japonais? Les avez-vous vus? Certains d'entre eux sont assez grands, n'est-ce pas? Vous vous demandez ce qui leur est arrivé. Se sont-ils soudainement transformés en super géants? Non. Leur mode de vie a changé, donc la taille et le mode de vie vont de pair. Ce n'est pas parce qu'une chose est grande qu'elle est différente. Qu'est-ce qu'un mastodonte? C'était un gros éléphant. Qu'est-ce qu'un bison géant? C'était un grand bison. Où était le loup géant? Il y avait un loup géant. La belle affaire. Il n'y a pas eu d'évolution. Et voici un loup géant. On l'appelle le loup sauvage. Des animaux différents? Non, exactement la même chose qu'un loup moderne. La seule différence, c'est qu'il était plus grand. Nous devons donc en faire quelque chose de merveilleux et de différent? Non. L'environnement était manifestement plus chaud, mieux adapté à une croissance rapide et à toutes ces caractéristiques. Et c'est à cela qu'il ressemble. Puis quelque chose s'est produit. Une période glaciaire est survenue. Et le monde d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était à l'époque. D'où vient toute cette glace? Depuis combien de temps existe-t-elle? Et que dit la science à ce sujet? Eh bien, elle enseigne qu'il y a eu un certain nombre de périodes glaciaires, 3 au moins, et qu'il le suppose en observant les éraflures dans les roches. Vous souvenez-vous de la vidéo que je vous ai montrée hier, montrant ces énormes rochers roulés lors d'une inondation? Vous en souvenez-vous? Qu'avez-vous vu sur les rochers au fond? D'énormes rayures. L'eau peut donc faire la même chose. Les seules traces de glace sont celles que l'on trouve aujourd'hui au pôle Sud et au pôle Nord. C'est tout. La question est donc de savoir d'où vient toute cette glace. On vous répondra qu'il existe des preuves de l'existence de la glace depuis de très nombreuses années. 100 000 ans au moins. D'où viennent ces preuves? Ils ont foré des carottes de glace, n'est-ce pas? Voici une belle carotte prélevée au Groenland. Et ils disent, ok, regardez cette glace, vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs. Il y a un autre anneau, un autre anneau, un autre anneau. Vous les comptez tous et vous faites une déduction. Vous dites que chaque anneau représente une année. Et si je compte 100 000 ans, alors cette glace est là depuis 100 000 saisons. Logique ou non, parfaitement logique. Et nous sommes censés croire que c'est ce qui s'est passé. Et nous savons comment il est compacté aujourd'hui. Pendant la guerre, des avions ont survolé cette zone il y a environ 50 ans. De vieux avions. Et certains d'entre eux se sont écrasés au Groenland. Ils étaient là, dans ce vaste désert de glace, et personne ne s'en est jamais occupé. Récemment, certains d'entre eux ont été redécouverts et déterrés. Elles sont recouvertes d'énormes quantités de glace. Ils ont donc creusé jusqu'à eux, et si vous regardez dans la glace, vous trouverez des centaines et des centaines de couches d'anneaux. Ces avions sont donc enterrés depuis des milliers d'années. C'est vrai? Il est donc évident que ces anneaux ne sont pas des anneaux annuels, tout comme les varves.
Nous ne pouvons donc pas dire que cette période glaciaire dure 100 000 ans à cause des carottes de glace. Il s'agit de couches d'événements. Une tempête les crée. Et il peut y avoir de très nombreuses tempêtes au cours d'une saison. Il n'est pas nécessaire que cela dure des millions d'années. Si vous avez un océan chaud, avec beaucoup d'évaporation à l'origine, et que quelque chose se produit pour le rendre soudainement froid, que se passe-t-il? Et comment cela se produit-il? Voici le glacier Athabasca, situé au Canada. C'est un énorme glacier et ce n'est pas une très bonne idée de marcher sur un glacier, bien que j'y sois allé et que j'ai marché sur un glacier. Parce qu'il y a ces rivières glaciaires, il y en a une qui coule et qui disparaît soudainement. Si vous glissez et que vous vous retrouvez dans cette rivière, vous disparaissez. Personne ne vous retrouvera jamais. Vous finirez quelque part sous le glacier. Et voici les marqueurs de l'endroit où le glacier s'est trouvé au fil des ans. C'est remarquable comment il ne fait que reculer. Et ils ont découvert que si l'on calcule cela, toute cette idée d'âge glaciaire de centaines de milliers d'années est réduite à 600 ans. 600 ans pour une glaciation et une déglaciation complète. Les glaciers forment des tubes en U ou des bassins en U. Voici donc un bassin glaciaire dans le nord du Canada. Il est évident que la glace était là et qu'elle a disparu. Il y a une rivière glaciaire, un lac glaciaire. Quelque chose a dû se produire pour déclencher une telle période glaciaire. Il y a peut-être eu des impacts de météorites. C'est une possibilité. Et cela a provoqué des fissures et des phénomènes étranges sur la Terre. Existe-t-il des preuves de ce phénomène? La réponse est oui. Si vous regardez la surface de la Terre actuelle, vous trouverez des cratères d'impact géants. Par exemple, le grand cratère de l'Arizona. Vous avez d'énormes cratères en Sibérie. Vous avez d'énormes cratères tout le long et des sites d'impact de météorites en Afrique et la Terre a dû être bombardée. Mais on ne trouve pas de météorites dans le reste de la colonne géologique. Il ne semble donc pas que cela ait existé auparavant. Tout est là-haut. Et si vous regardez ces cratères et l'endroit où ils sont apparus, cela a vraiment dû provoquer une catastrophe sur la Terre. C'est peut-être la cause des grandes éruptions volcaniques qui ont dû se produire dans le passé. Une petite montagne, le mont Saint-Helens, a rejeté tellement de poussière dans l'atmosphère que la température moyenne mondiale a baissé de 1 degré Celsius parce qu'elle faisait écran au soleil. Le Krakatoa, 4 fois plus puissant et 4 fois plus grand que le mont Saint-Helens, a fait chuter la température moyenne mondiale de 4 degrés Celsius. Un volcan. À votre avis, quel serait l'effet de 80 000 volcans qui s'éteindraient en même temps? Pouvez-vous l'imaginer? Pouvons-nous même l'imaginer? Si vous allez dans l'État de Washington, vous avez toute cette lave qui s'étend sur le dessus, d'énormes districts de lave. Vous avez ces grandes digues volcaniques. Tout est au sommet. Et voilà, des digues volcaniques, une grande activité volcanique. Un volcan a explosé. Le mont Saint-Helens, 500 bombes atomiques d'Hiroshima ont explosé en même temps. Et c'était un volcan Mickey Mouse. Minuscule par rapport aux autres. Voici la grande ceinture de feu, où l'on observe toute cette activité volcanique. Ensuite, vous avez la dorsale médio-océanique dans l'Atlantique, qui se termine en Islande. D'énormes quantités de poussière sont projetées dans l'air. Quel serait l'effet sur la température? Eh bien, le Soleil serait totalement caché pendant un certain temps et la température chuterait considérablement. Et si les océans sont chauds, il y aura beaucoup d'évaporation et un froid soudain, et vous obtiendrez de la glace et des glaciers qui se formeront, se précipiteront et s'étendront sur les continents. Mais le long des côtes, que se passerait-il? De beaux climats tempérés et chauds, comme en Écosse. Je vous ai montré ces plantes luxuriantes dans ce pays glacé où le Gulf Stream est agréable et chaud.
Si des éléphants vivaient en Russie, par exemple, où les populations pourraient-elles survivre? Elles pourraient survivre dans le nord, contre l'océan, qui est chaud, et dans le sud, où il fait chaud. Il devait donc y avoir deux populations d'éléphants séparées par d'immenses glaciers qui recouvraient les terres. Et nous avons des preuves que ces animaux vivaient dans cet environnement froid. Réserve naturelle de Burning Mountain, c'est en Australie. Un endroit très intéressant. On y brûle depuis plusieurs milliers d'années. La montagne brûlante est causée par une lente combustion d'épaisses veines de charbon souterraines. Très intéressant. Et une estimation raisonnable de la durée de l'incendie serait d'environ 5000 ans. Très intéressant. Si vous vous promenez là-bas, vous verrez les preuves de toute cette chaleur, du volcanisme et de l'effondrement de la zone où les matériaux sont brûlés en dessous, etc. Les matériaux brûlés qui sortent du fond et le soufre qui apparaît au sommet auraient été la source des voyageurs, des spéculateurs, des explorateurs, de tous ces peuples qui se trouvaient là. Il existe des mystères et des légendes à propos de Burning Mountain et de ce que les pionniers ont dit. Et voilà la preuve que quelque chose brûle sous terre. Et bien sûr, les kangourous adorent ça. C'est la chute des kangourous. Ils pensent que c'est un chauffage au milieu de la nuit. Il y a de grandes cavités dans le sol. La puanteur est parfois incroyable. C'est pourquoi vous vous bouchez le nez. Les mammouths régnaient à cette époque. Il y avait donc ces créatures dans cette région. Lorsqu'il y a eu ce grand volcanisme, la grande glace a commencé à se former et les populations ont été coupées en deux. Ce n'est qu'une théorie. Et puis ils ont développé ces longs cheveux. Il y a une autre histoire intéressante, celle des Dry Falls. Ces falaises sont les vestiges squelettiques de ce qui fut autrefois la plus grande chute d'eau du monde. Elles témoignent de l'énorme puissance des inondations catastrophiques qui ont déferlé sur l'est de l'État de Washington à la fin de la dernière période glaciaire. Les chutes commençaient à 20 000 au sud, mais elles ont reculé en amont grâce à une puissante action érosive. Le recul des chutes a donné naissance aux canyons en contrebas, etc. La science admet aujourd'hui qu'il s'agit d'une catastrophe. Vous savez, il y a quelques années, ils ne l'admettaient pas. Il a fallu des millions d'années pour que ces choses se forment. Soudain, la science moderne commence à se rendre compte que les événements de l'ère glaciaire ont également pu se produire rapidement, sans qu'il ait fallu des millions d'années. Ainsi, ces grandes chutes n'ont pas mis des millions d'années à se former. Qu'en est-il de ces créatures? Elles sont aujourd'hui piégées dans la glace. Des mammouths piégés dans la glace? Que s'est-il passé? Vous voyez maintenant que lorsque la glace est présente pendant la période glaciaire et que les océans sont chauds, il y a de la nourriture dans le nord et dans le sud. En Angleterre, nous trouvons des rennes, des hippopotames et des crocodiles enterrés dans la même région. C'est très étrange. C'est ce qu'on appelle un assemblage fossile disharmonieux. Des créatures qui n'ont rien à faire ensemble, enterrées ensemble. Mais si vous imaginez que cette période froide a attiré les animaux plus au sud, de sorte que les animaux adaptés au froid, comme le renne, et le long de l'océan restent chauds, alors vous pouvez obtenir tout cela ensemble. Cela semble logique. Lorsque vous déterrez ces créatures de la glace, elles sont aujourd'hui encore très intactes. Et une partie de la viande est encore comestible, comme cette créature là-bas. Tout à fait comestible. Alors, quand vivaient-ils? Si la viande est encore comestible, quel âge ont-elles? Des millions d'années. Combien de temps pouvez-vous conserver votre viande dans un congélateur? On dit qu'il faut la jeter après 1 an. Les chiens peuvent encore manger cette viande. Depuis combien de temps les mammifères existent-ils? Depuis combien de temps ces mastodontes existent-ils? Nous en reparlerons lors de la prochaine session.